Voilà, avant que la vidéo commence, je souhaiterais faire un petit disclaimer pour rappeler que le but de cette chaîne n'est pas de faire de la politique, que cette vidéo n'est pas là pour faire l'apologie de la moindre idéologie. Le but là n'est pas non plus de faire l'apologie d'un supposé empire gallo-romain éternel ou quoi que ce soit de ce type-là. Le but de cette vidéo est juste de faire un exercice de réflexion parce que je suis un passionné d'histoire et d'Uchronie et, et que cela me semblait amusant. Sachez par ailleurs qu'il est possible qu'il y ait quelques petites erreurs d'analyse ou incohérences historiques ou même des mots employés, des termes ou des images qui vont être un peu anachroniques ou voilà, donc c'est juste fait par un fan qui veut s'amuser et qui tient à partager sa passion. Âme sensible, merci de bien vouloir quitter la vidéo ou ne pas regarder les passages qui ne vous plaisent pas. Par ailleurs, je tiens à préciser que j'invite les personnes qui vont s'exprimer dans les commentaires à le faire de manière correcte, en respectant évidemment la bienséance. Les conditions d'utilisation de YouTube et la loi française. Bonjour tout le monde, dans cet épisode on va se demander ce qui se serait passé si l'Empire des Gaules avait été une réussite, si cet empire gallo-romain avait réussi à se stabiliser, à définitivement devenir indépendant, à repousser les Germains, comme les légions de ceux qui restent de Rome, qui à l'époque d'Aurélien avaient notamment réussi à le rattacher, ou du moins ce qu'il en restait, à l'Empire romain. Donc, pour résumer l'histoire de cet empire est devenu indépendant suite à la trahison de Marcus Cassianus Latinus Postumus, légat gaulois qui se fit proclamer empereur en Gaule à l'été 260. Donc, cet empire des Gaules fut considéré comme le véritable empire romain, avec son propre sénat, ses propres légions, sa propre administration, son propre empereur. C'était donc un véritable État indépendant. Donc, à son apogée, il s'étendait de la Britannie à l'Hispanie, en incluant notamment la Gaule, même si ensuite, plus tard, par exemple sous Tétricus, il aura plus qu'une partie de la Gaule et la province de Britannia. Donc cet empire avait une stabilité vraiment toute relative malgré tout, notamment sous son premier empereur Posthume, mais ça va s'aggraver avec la suite, parce que va y avoir des tentatives d'usurpation, des révoltes, quelque chose de vraiment qui va être très général dans tout l'Empire romain. Il va y avoir un effondrement économique, de la dévaluation monétaire massive, avec du coup dû au fait que les pièces avaient de moins en moins de valeur en termes de métaux précieux, puisque fallait toujours financer des payes de légionnaires qui se révoltaient toujours plus, qui exigeaient toujours plus de payes, sinon ils s'ouvraient au pillage. Et en même temps, il y avait les campagnes qui étaient dépeuplées, etc. Du coup, il y avait moins de commerce, vu que les campagnes étaient dépeuplées, il y avait moins de revenus, du coup, il y avait des famines, et du coup, certains paysans un peu pauvres étaient obligés de rejoindre des grands domaines agricoles, etc. Donc c'était une vraie période d'instabilité, et en plus, du coup, vu que ça y avait des zones dépeuplées, et qu'il y avait moins d'argent payé les défenses frontalières, il y avait des Germains, des barbares, des pirates qui venaient piller, il y avait des paysans qui tombaient là dans la pauvreté, qui se mettaient au brigandage, qui aggravait encore plus la situation. Donc il y avait vraiment de grands problèmes, un petit peu sous Posthume, beaucoup plus ensuite. Donc Posthume va devenir empereur, notamment en repoussant les Germains, non loin de ce qui deviendra plus tard la capitale de l'Empire des Gaules, pas trop loin du Rhin. Nous allons maintenant voir quels sont les problèmes que l'Empire des Gaules aurait dû surmonter pour survivre à court, à moyen comme à long terme. Pour commencer, il aurait fallu que l'Empire des Gaules arrive à défendre ses frontières contre une attaque extérieure, aussi bien barbare que romaine, puisque dans notre réalité, c'est le dernier empereur de l'Empire des Gaules, Tétricus, qui va capituler face à Aurélien, empereur de Rome. Mais il aurait également fallu donc que l'Empire des Gaules
arrive à surmonter la crise économique qui était en cours avec la dévaluation de la valeur des pièces de monnaie, qui possédaient de moins en moins de métaux précieux, également la crise économique en général, la famine, etc. Il aurait donc du coup fallu que l'Empire des Gaules arrive à surmonter la ruine qui le guettait, l'instabilité aussi bien causée à cause des révoltes qu'à cause des conflits religieux, ou même des paysans obligés de faire du brigandage pour survivre. Donc du coup, après tout ça, effectivement, ça fait un cercle vicieux, parce que s'il y a une crise économique, il n'y a plus d'argent pour payer les soldats, les légionnaires. Du coup, ces derniers vont se révolter, mais du coup, ça va demander des coûts encore plus grands pour mater la rébellion, et ça va provoquer le dépeuplement de zones entières, ce qui va provoquer encore plus de ruines par l'arrêt du commerce, par des paysans qui se retrouvent ruinés, qui rejoignent le brigandage, ce qui est encore plus problématique pour le commerce, pour la stabilité, etc. Et donc du coup, ça provoque un cercle qu'on pourrait dire vicieux. Donc en plus de ça, il aurait donc du coup fallu que l'Empire des Gaules arrive également à résoudre un peu ces conflits religieux, parce que oui, la Gaule de cette époque-là possédait notamment d'importantes communautés chrétiennes, mais également des communautés polythéistes, alors que ce soit le culte des dieux, des anciens dieux, l'ancien panthéon de l'Empire romain, ou même de cultes à mystères orientaux, qui dans certains cas étaient même monothéistes. Il aurait donc fallu que ça soit surmonté pour permettre une stabilité sur le long terme. Il aurait aussi également fallu que le régime arrive à se stabiliser, par exemple en définissant des règles de succession claires qui sont respectées, donc en rompant avec la cadence des trahisons et des usurpations. Donc en écrivant ce scénario, malgré tout, on arrive très vite à un problème, parce qu'un potentiel empereur de l'Empire des Gaules qui arriverait à stabiliser ce dernier, unifier ce dernier, aurait probablement tenté de devenir empereur de Rome et d'installer définitivement sa dynastie, enfin pas définitivement, mais sur une certaine durée, dans l'Empire romain. Alors l'installation d'une dynastie gallo-romaine donnerait probablement certains privilèges à la Gaule, mais ici j'ai souhaité créer un scénario centré autour de l'Empire des Gaules, et pas l'annexion de Rome par l'Empire des Gaules, qui, je tiens vraiment à le rappeler, est un empire gallo-romain. Ce n'est pas un empire gaulois. Ce n'est pas la Gaule de Vercingétorix. C'est une Gaule profondément romaine. Et même cet empire était vu comme le véritable empire romain d'après ses empereurs, comme nous l'avons vu plus tôt. Donc, ici, dans notre scénario, le point de divergence est donc après la mort de Posthume et la période de trouble qui s'ensuit. Donc ici, aucun successeur n'est trouvé, et les propriétaires de domaines agricoles et l'aristocratie gallo-romaine commencent à devenir fatigués des troubles qui provoquent un mécontentement grandissant, qui du coup incite au brigandage. Également, il y a la plèbe qui se révolte, et du coup, ces derniers ont peur pour leur terre, leur possession, et également, ils ont peur de perdre. Les derniers, si des factions opposées à eux arrivaient au pouvoir, ou même si un populiste arrivait au pouvoir et aurait de très mauvaises idées, comme distribuer leurs terres à la plèbe. Donc ça provoque un mécontentement grandissant et une demande croissante pour la stabilité. Donc ici, on va imaginer qu'aucun gouverneur ou général n'arrive à incarner cette demande de stabilité, et que le Sénat prenne le contrôle de la gouvernance de l'Empire en tant que régence, en attendant qu'un empereur soit proclamé. Et on va ici imaginer que des généraux, donc ou des gouverneurs, tentent de se proclamer empereur et se mettent à piller la Gaule, ce qui aurait été très mal vu. Donc le Sénat de l'Empire des Gaules aurait donc levé des armées, et en plus du coup directement exigé la loyauté des gouverneurs, des commandants, et une fois ces mêmes révoltes matées,
on aurait pu imaginer que la peur, d'un tyran, la peur de pillage provoque, un peu une haine de la figure impériale et que personne n'ose se faire proclamer empereur et on pourrait imaginer donc qu'un subtil équilibre, des pouvoirs entre les grandes familles aristocratiques et le fait de contenter, la plèbe aurait, poussé à l'acceptation en tant que compromis de la gouvernance de l'empire des Gaules par son Sénat, qui aurait donc utilisé, son pouvoir nouvellement acquis pour essayer de se centraliser un peu plus et surtout pour empêcher une figure charismatique de prendre le pouvoir et instaurer, une sorte de républicanisme. Donc, une fois la dignité impériale déchue, le Sénat des Gaules va ainsi se doter, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une constitution, qui va, donc commencer, à dénoncer, les autres empereurs et surtout cette constitution, notamment sous l'influence des aristocrates et des propriétaires terriens, aurait probablement déclaré inaliénable le droit de propriété, interdit la saisie abusive des terres et les levées d'impôts et garantit ainsi une certaine stabilité pour l'empire des Gaules. On aurait aussi pu imaginer que la dévaluation monétaire soit totalement interdite et déclarée illégale et que la fabrication des pièces de monnaie ne soit plus décentralisée comme certains historiens le soupçonnent que ça le soit sous posthume, mais ici soit bien centralisé au nom du Sénat et du peuple des Gaules. Alors l'intérêt d'avoir moins et voire plus du tout de saisie abusive de terres, de dévaluation, etc., c'est que ça permet donc une sorte de libéralisme économique et de libre entreprise, puisque ça paraît logique qu'il n'y a pas de développement économique qui est possible si chaque fois qu'il y a un commerce ou quelque chose qui est créé, ce dernier va être saisi sans raison par un tyran pour financer des guerres. Mais dans ce scénario, le pouvoir du Sénat, ce serait probablement limité concrètement à certaines grandes villes, comme par exemple l'actuelle Trèves ou encore Colonia, Agrippina ou même Lutèce ou Lugdunum. Et ici, une fois la paix restaurée, le Sénat se déplace à Lutèce qui est au centre de la Gaule et décide de massivement baisser les impôts afin de faire plaisir aux grandes familles aristocratiques qui le contrôlent. Donc la province de Britannia serait probablement devenue indépendante dans les troubles qui suivent l'installation de la République des Gaules à cause de la mer. Ça aurait rendu difficile la répression. En plus, les attaques répétées des barbares, aussi bien par exemple des peuples de l'actuelle Écosse que de potentiels Germains comme les Saxons qui auraient fait des pillages, aurait rendu sa défense très coûteuse et difficile. Donc il est très probable que la priorité du Sénat des Gaules aurait été son développement économique et la défense de ces territoires déjà présents qui lui rapportent de l'argent, tels que par exemple la Gaule ou l'Hispanie. Donc ici on pourrait imaginer qu'avec le temps, la Gaule, une fois la prospérité assurée, des expéditions dans certaines zones de Germanie pour établir des camps romains, des forts, des colonies. Malgré tout, l'économie de cette Gaule alternative aurait été principalement basée sur l'esclavage, parce que c'est une main-d'œuvre peu chère qui arrange les propriétaires terriens et qui leur évite de devoir employer des citoyens possédant des droits et pouvant éventuellement faire pression sur certains membres du Sénat qu'ils vont élire pour faire passer des lois pour leur donner plus de droits. Donc ici, les barbares tentant de lancer des opérations de pillage sont réduits en esclavage pour exploiter les fermes abandonnées, les grands domaines abandonnés, et également sont envoyés en Germanie où d'énormes travaux de déboisement et de création de propriétés et de fermes sont mis en place. Alors, il est probable que certaines tribus germaines auraient pu avoir le droit de créer leur propre Sénat soumis au Sénat des Gaules, comme on l'avait vu plus tôt, d'autres régions relativement autonomes de la Gaule auraient pu obtenir.
malgré tout, ici, les révoltes qui sont présentes auraient été réprimées dans le sang et auraient permis au plus grand plaisir des grands propriétaires terriens, des grandes familles aristocratiques, d'augmenter la production agricole gauloise et donc, par rapport à sa population qui peut en profiter. Et donc, ça aurait permis de stabiliser le régime avec des distributions régulières, aussi bien de la part des grandes familles qui commencent à essayer d'acheter ainsi les votes de certains citoyens, que de la part du Sénat, par exemple de pain. Et en plus, ça aurait permis à la Gaule d'exporter ces mêmes ressources agricoles dans d'autres régions de l'Empire romain pour essayer d'acheter la paix. Alors ici, pour des raisons de stabilité, on va imaginer que le Sénat est contre l'idée de prendre trop d'emprunts, ce qui aurait pu amener à terme à l'effondrement de l'économie encore relativement fragile de la Gaule. Alors ici, la servitude pour dette est abolie car c'est un vecteur d'instabilité sociale. Et malgré tout, la plèbe exige une réforme progressive du Sénat et du système de la République. Donc ici, le Sénat est réformé et seules quelques grandes familles patriciennes ont le droit de conserver de manière héréditaire une place au Sénat. En plus de ça, on pourrait imaginer que certaines places de sénateurs soient accordées à des personnes élues par le Sénat, encore que d'autres soient accordées à des chefs religieux ou encore à des gouverneurs par des petites assemblées locales, et enfin que la grande majorité des places soient accordées grâce à des élections où tous les citoyens peuvent y prendre parti. En plus de tout cela, on pourrait imaginer que certaines provinces gardent une plus grande autonomie que d'autres, malgré les efforts de centralisation de la part du Sénat. Par exemple, certaines civitas, comme les Édouins, auraient pu devenir quasiment indépendants, devant juste respecter certaines lois fondamentales qui, dans ce scénario-là, on pourrait imaginer, serait l'interdiction de surtaxer, de saisir des propriétés, l'interdiction de frapper monnaie pour éviter l'inflation. Donc ici, dans ce scénario d'histoire alternative, ces réformes sont donc nommées les réformes post-posthumes. Ensuite, nous allons continuer ce même scénario. Certains peuples germains, tels que les Francs, auraient pu être donc romanisés, ou plutôt gallo-romanisés, alors que d'autres auraient donc tenté de fuir. Par exemple, en Britannie, comme nous l'avons vu plus tôt, qui serait probablement devenue indépendante, avec un royaume mélangeant tradition romaine et celte, pour devenir brito-romaine, et également chrétien. Mais il y aurait donc eu un effondrement relativement rapide, probablement en profitant d'une période d'instabilité, avec un scénario similaire à notre réalité de ce royaume de Britannia, où par exemple on pourrait imaginer que des mercenaires saxons appelés pour se défendre face à des incursions barbares prennent le contrôle de territoire à l'est de la province. Et que donc du coup les Brito-Romains soient repoussés à l'ouest, et une grande partie d'entre eux fuient vers la Gaule, probablement vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne, et ce même si des centres de civilisation romaine tels que Londonium auraient pu résister un certain temps. Ensuite, pour le reste de l'Empire romain, le dernier aurait probablement pu subsister dans un premier temps sous une forme réduite et instable, enchaînant crise économique, famine, usurpation, guerre civile et incursions barbares. Dans ce scénario-là, d'énormes batailles décisives ont lieu dans les Alpes, avec dans chaque camp donc des victoires et des défaites, mais dans la majorité des cas, juste chaque camp qui campe sur ses positions et qui fortifie la frontière. Pourquoi ? Parce qu'une incursion au-delà des Alpes aurait été compliquée, et que la Gaule, dans ce scénario, aurait eu comme principal but son développement économique, alors que le reste de Rome, instable, se serait concentré sur le maintien de son unité par la répression des révoltes et le maintien des barbares hors des frontières, hors des limes.
et aurait ainsi fini par accepter la perte des provinces de Gaule, d'Hispanie et de Britannie. Car ici, devant combattre, en pleine crise économique et politique, l'empire de Palmyre et son intrigante reine Xénobie, ainsi que tous les généraux se rêvant empereurs, en plus d'une aristocratie considérant comme une possibilité de suivre l'exemple gaulois. Mais la différence serait surtout religieuse. En effet, la République des Gaules aurait probablement eu du mal à imposer une religion officielle. Le Sénat aurait été divisé entre chrétiens et païens, mais avec le temps, il est probable que le christianisme devienne un culte comme un autre, intégré à un polythéisme et un panthéisme plus large, du fait de l'opposition de la Gaule au reste de Rome. D'abord païenne, mais avec le temps de plus en plus chrétienne, dû à la nostalgie de l'ancienne Rome républicaine, qui est désormais vue comme un âge d'or, et dû au rejet par l'aristocratie des doctrines anti-esclavagistes et en faveur de la charité par les plus pauvres, ce qui aurait poussé le Sénat à être en défaveur d'une promotion du christianisme. Avec le temps et la stabilité, les Gaules se seraient développées. Des villes seraient construites, des forêts abattues, des fermes autrefois abandonnées rétablies. Lutèce, dans cette réalité, en plus d'un important complexe sénatorial, se dote d'un grand forum, d'entrepôts pour stocker des marchandises qui remontent sur la Seine, de temples aux divinités romaines, celtes, de villas pour l'élite aussi bien commerciale que sénatoriale, ainsi que d'immeubles magnifiques recouverts de marbre pour une nouvelle classe moyenne ayant les moyens de s'y installer. La plèbe aurait quant à elle droit à des immeubles, soit de bois, soit de pierre, mais bénéficie grandement des jeux, des thermes, des distributions de pain, ainsi que des grandes politiques pour mettre fin à l'insalubrité et au risque d'incendie, et peuvent utiliser leur statut de citoyen pour faire valoir des droits juridiques toujours plus étendus, promis à chaque nouvelle élection. Mais l'autonomie de certaines régions, notamment dans le sud de la Gaule et dans l'Hispanie, aurait forcé une certaine tolérance religieuse afin de maintenir l'unité de la Gaule, et plus exactement de la République des Gaules, dont le slogan serait devenu SPQRG, Senatus Populusque Romanus Gallus. À l'aube du IVe siècle, on aurait pu assister à un développement économique sans précédent grâce à la stabilité. Ici, ce développement se traduit par la recherche de compétitivité et de productivité qui aurait conduit à une révolution industrielle avec la construction de fourneaux de grande taille pour effectuer des économies d'échelle, d'ateliers de fabrication de poterie à la chaîne, mais ce serait également le début d'une ère d'innovation avec de nombreux citoyens qui font fortune en lançant leur commerce innovant, malgré la non-existence d'un système de brevets. Mais face à cela, et sous la pression populaire, le Sénat des Gaules aurait commencé à directement acheter et exploiter certaines terres pour lutter contre le chômage et éviter que des grandes familles aristocratiques se retrouvent en situation de monopole. En effet, l'emploi d'un esclave est moins cher que celui d'un homme libre. À ce moment-là, le Sénat est divisé entre les partisans d'une politique plus sociale et les partisans de la libéralisation financière. Notons qu'ici, les changements majeurs viendraient des provinces autonomes qui, avec leurs propres assemblées, pourraient tenter de nationaliser certaines terres agricoles ou de répartir plus ces richesses par le seul critère, par exemple, de l'apport à la société, donc dans une société un peu plus de type méritocratique, ou encore d'aller beaucoup plus loin dans le capitalisme et de laisser les grandes familles aristocratiques prendre le contrôle de leurs institutions. La mise en exergue de la méritocratie ainsi que la détestation de certains propriétaires terriens vus comme des exploiteurs aiderait certaines provinces autonomes à faire de tels changements. Et cela serait bien vu et même sponsorisé par le Sénat central, car cela permettrait de diviser la Gaule entre des provinces libérales où règne le capitalisme et des provinces plus technocratiques où les richesses et les biens sont divisés équitablement, même si ceux qui apportent plus ont le droit de recevoir plus.
Mais pour que le système fonctionne, ici, ceux qui reçoivent plus l'ont uniquement car ils ont pris de bonnes décisions ou plus contribuent. Et ceux qui obtiennent, des fonctions, mais n'obtiennent pas les résultats obtenus, doivent rembourser la différence, ce qui aurait malgré tout été peut-être un petit facteur, d'instabilité. Mais nous allons imaginer ici qu'à un moment donné, le Sénat, décide de mettre fin à tout ça, mais que cela aurait créé un précédent qui aurait pu ressurgir plus tard. Par ailleurs, ce culte de la méritocratie et du self-made man serait devenu un culte du progrès, partout dans les Gaules, où fleurissent des écoles où la population libre enrichie par les politiques sociales peut désormais s'éduquer afin d'obtenir des emplois qualifiés. Le Sénat et les provinces auraient aidé au financement de nombreuses innovations et à la construction de centres de recherche, patronant et remerciant les découvreurs avec de nombreuses bourses de recherche et dotations. De nombreuses innovations sont donc ici faites, notamment agricoles, pour optimiser le rendement et sont ensuite diffusées partout dans la République. Par ailleurs, l'enrichissement de la population et ses besoins croissants en biens de consommation auraient poussé à la mise en place de grands travaux d'assèchement des marais, d'irrigation et de remplacement de la force humaine par la force animalière. Malgré tout, une énorme traite humaine est ici mise en place dans toute son horreur, ce qui assure une main-d'œuvre pas chère. Mais des révoltes serviles et la diffusion du christianisme auraient poussé à la cessation de certains droits pour les esclaves. Mais le besoin croissant de main-d'œuvre peu payée aurait également poussé les grands domaines agricoles à importer main-d'œuvre venant de leur plein gré afin d'échapper à des famines, des guerres ou juste pour être mieux payés. Ils reçoivent ici un statut similaire à celui que les métèques avaient autrefois à Athènes. Donc ils sont plus taxés, ont des droits juridiques limités, l'interdiction de posséder des terres, mais la peur de la cessation des nouvelles méthodes et technologies aurait poussé à un moment donné à l'interdiction du retour de ces populations vers leur terre natale. Et à l'obligation pour elles d'accepter de rester éternellement dans la République avec des droits inférieurs. Même si ce fait aurait été décrié, ça n'aurait probablement jamais été modifié à court ou moyen terme. En plus, dû au manque de terres agricoles avec l'augmentation de la population, la Germanie aurait de plus en plus été pacifiée, avec une frontière qui avait déjà, comme on l'avait vu plus tôt, été presque repoussée jusqu'à l'Elbe, qui aurait été repoussée encore plus loin. Donc la Germanie est en plus pacifiée, intégrée, déboisée, avec l'établissement de domaines agricoles, de fondations de colonies. Ici, les barbares se soumettent sans combattre et obtiennent de former leur province autonome. Par ailleurs, les savants redécouvrent les découvertes d'Héron d'Alexandrie et s'intéressent de plus en plus au potentiel des machines à vapeur, que ce soit pour le transport ou pour les mines. Mais dans notre réalité, il a fallu beaucoup de temps avant que des modèles viables de machines à vapeur utiles soient créés et utilisés. Donc cette image montre un prototype d'un modèle qui a été presque pas utilisé. Mais parlons de l'état de l'Empire romain au 5e siècle. Il est très probable qu'il ait implosé au plus grand bonheur des forgerons de Gaule, d'Hispanie et de Germanie, qui pourraient ainsi profiter des conflits entre seigneurs de guerre pour écouler leurs marchandises. Les Sassanides auraient probablement conquis l'Orient avant de faire face à une Égypte qui aurait utilisé les différences religieuses et culturelles. En effet, le christianisme nicéen était largement rejeté en Égypte pour rejeter l'autorité centrale. L'Égypte serait donc devenue un État influencé par la culture romaine et la culture égyptienne. Donc, ensuite, pour les raisons qu'on a déjà citées plus tôt, l'instabilité, le cercle vicieux, on va imaginer ici que Rome n'arrive pas à se défaire de tout ça et finissent par imploser de manière définitive en différents États et qui n'arrivent plus vraiment à se réunifier. Donc les guerres civiles auraient eu raison de l'économie de l'Empire, qui se serait retrouvé sans défense face aux barbares, aux brigandages, aux révoltes,
et du coup des barbares seraient venus occuper les territoires abandonnés par la dépopulation, comme on l'a vu plus tard dans notre réalité lors des invasions barbares, ce qui aurait fini par provoquer l'effondrement de l'autorité centrale au profit de seigneurs de guerre locaux, vus comme étant plus à même de protéger, les populations dans ces temps de crise. Alors ces seigneurs de guerre peuvent être, barbares comme romains. On aurait donc vu la formation d'un État égyptien, dans ce scénario qui est logique, du fait de la différenciation culturelle et religieuse, mais également pour des raisons économiques. Le Nil étant utile pour le commerce et ayant sur ses rives, grâce à sa crue, des terres agricoles riches, étant donc un lieu d'extension logique pour tout embryon d'État. L'Égypte de ce scénario s'enrichit notamment grâce au commerce, en exportant le blé et du papyrus et en servant d'intermédiaire pour les routes de la soie. Par ailleurs, une unité religieuse et culturelle aurait permis un pouvoir central fort, ce qui aurait pu garantir une stabilité, hors des périodes de guerre et de tyrannie, évidemment. Il faut noter que dans notre réalité, l'Égypte de l'Antiquité tardive a vu une effervescence intellectuelle avant que les répressions de la part du gouvernement central et la diffusion du christianisme y mettent fin. Donc cette Égypte aurait donc eu comme principale préoccupation sa défense contre les Sassanides. Mais ces derniers auraient dû faire face à des révoltes au Levant, ce qui les aurait occupés. Ensuite, comme dit plus tôt, le limes arabicus aurait fini par être percé par les Sassanides, qui prennent ainsi un contrôle encore plus important des routes de la soie et détruisent l'empire de Palmyre. Donc les Sassanides vont, dans ce scénario, chercher à devenir une puissance maritime de plus en plus importante dans la Méditerranée, en lorgnant sur des îles telles que la Crète ou Chypre, mais ces derniers auraient bien dû finir, aussi bien sur le plan maritime que continental, par s'arrêter, car garder le contrôle d'un territoire culturellement et religieusement différent est difficile. Quand bien même il y aurait une prise de contrôle de plus de territoires, il est très peu probable qu'ils arrivent à les garder sur le long terme. On peut imaginer qu'ils tentent de tirer parti de conflits entre Romains pour prendre le contrôle de ces territoires, mais l'éloignement par rapport à leur capitale, Ctésiphon, excusez-moi pour la prononciation, euh, aurait rendu difficile leur gestion et leur maintien sur le long terme. Donc nous allons ici imaginer que la frontière est quelque part dans le Levant. En plus, de nombreux chefs politiques auraient tenté de reprendre ces territoires symboliquement importants, notamment pour les chrétiens. Dans ce scénario, ils sont repoussés par les Sassanides, qui sont soucieux d'assurer leur hégémonie et le contrôle des routes de la soie. Donc des forts sont construits au nord dans les montagnes d'Anatolie et au sud dans le Sinaï pour se défendre contre l'Égypte, trop peuplés pour être contrôlables sur le long terme. En Anatolie, on peut imaginer deux royaumes qui se partagent la région, un contrôlé par un roi des rois qui se revendique héritier de l'empire de Palmyre. Et donc ici évidemment l'empire de Palmyre dans notre scénario implose sous la pression combinée des Sassanides, des révoltes et de ce qu'il reste de l'empire romain. À côté de cela, de nombreux petits royaumes chrétiens, on pourrait imaginer, seraient établis en accord avec la papauté. Ce seraient des royaumes plus ou moins croisés, qui auraient ainsi tenté de reprendre le Levant face aux Sassanides, qui est ici toujours perçu comme une menace, mais qui malgré tout stoppe son avancée pour se concentrer sur l'établissement de relations commerciales périodiquement, effectivement, qui tournent en conflit militaire avec certains royaumes voilà, qui essayent de repousser la frontière, que ce soit les Sassanides qui essayent de prendre plus, ou contre-attaque de Rome, ou par des chefs de guerre ambitieux. Mais malgré tout, le besoin d'établir des routes commerciales stables qui rapportent d'importants revenus aurait poussé des deux côtés de la frontière à des périodes de cessez-le-feu plutôt longues. Donc dans ce scénario, comme dans notre réalité, la papauté arrive à s'émanciper dû à l'effondrement de l'autorité impériale, mais cette dernière n'arrive pas à vraiment défaire aussi bien les hérésies que les païens, qui restent à jeu égal avec cette dernière, c'est-à-dire la papauté. Elle aurait malgré tout dû proclamer
des guerres saintes pour tenter de sauver ce qu'il reste ici de l'Empire romain, recentré autour de Constantinople, qui est culturellement parlant de plus en plus grec, même si officiellement ils restent les héritiers de l'Empire romain et gardent de nombreux aspects de l'Empire romain. Donc cet État aurait été attaqué au nord par les Goths, qui se taillent un puissant royaume dans les Balkans en profitant des peuplements, même si une subtile diplomatie de la part de l'Empire romain d'Orient aurait permis de les diviser, on pourrait imaginer un pouvoir central goth définitivement s'installer avec un royaume puissant qui aurait à terme sûrement été relativement féodal à cause du besoin de se défendre face aux incursions aussi bien d'autres barbares que de l'Empire romain d'Orient et également des volontés d'autonomie religieuse locale, ce qui aurait donc induit à une décentralisation du pouvoir dans ce puissant royaume goth uni. Donc l'Empire romain se réorganise, finit par adopter le christianisme nicéen. Cet empire romain d'Orient possède la côte de l'Anatolie, la Dalmatie, la Magna Graecia, évidemment le Détroit et la Grèce. Alors des cités comme Athènes auraient pu profiter du commerce méditerranéen et des troubles donc en utilisant les revenus du commerce méditerranéen pour arracher une quasi-indépendance avec d'autres cités de l'Attique et du Péloponnèse. Donc, dans ce scénario, on va également imaginer que la Pannonie, région un peu trop au niveau de la frontière, est conquise par les barbares. L'Italie est quant à elle divisée entre une série de seigneurs de guerre païens et des seigneurs de guerre chrétiens. Donc, Rome, avec le déclin de sa population, est pillée à de multiples reprises et est une ville de moins en moins importante, mais elle reste malgré tout un centre de pouvoir logique pour tout royaume ou État qui la contrôle. On pourrait donc imaginer qu'une dynastie arrive à asseoir son contrôle sur Rome et ses environs, mais sans pour autant arriver à vraiment prendre le contrôle de la péninsule italienne, parce qu'ici, le fait de posséder Rome n'est plus gage d'importants revenus en termes de taxes ou de revenus commerciaux, mais plutôt gage de posséder une ruine qui coûte extrêmement cher à entretenir. Donc on pourrait imaginer que ce royaume soit plutôt païen, dû à plusieurs facteurs. Pour commencer, le pouvoir de Constantinople aurait difficilement accepté de reconnaître un pouvoir autre que le sien, même par procuration sur une ville aussi symbolique qu'est Rome. Ce qui aurait amené l'Empire romain d'Orient à faire pression pour que la papauté ne reconnaisse pas un potentiel contrôleur de la ville, ce qui aurait rendu plus difficile la mise en place d'un royaume chrétien contrôlant Rome, car ce dernier aurait pu remettre en cause la légitimité même de l'Empire romain d'Orient. Par ailleurs, la Gaule aurait cherché à avoir des États tampons qui ne soient alliés de Constantinople, et donc qui ne soient pas chrétiens. On a donc ici un royaume de Rome qui est instauré avec d'autres États dans le nord du pays. Ces États auraient probablement servi de point d'ancrage à la mise en place d'un pouvoir religieux polythéiste centralisé dans la région. On pourrait imaginer que la figure d'un Pontifex Maximus prenne de plus en plus d'importance. Donc ce dernier aurait donc exercé un subtil jeu d'influence avec les États du nord de l'Italie qu'il contrôle de plus en plus. Le sud aurait quant à lui probablement vu un royaume chrétien vassal de Constantinople se mettre en place, parce que c'était des régions quand même relativement riches. Et puis surtout, Constantinople aurait accepté l'établissement d'un royaume chrétien qui n'aurait pas forcément remis en cause sa légitimité et qui aurait accepté de symboliquement reconnaître l'autorité de Constantinople, ce qui aurait permis à son dirigeant d'obtenir plus de légitimité. Donc dans ce scénario, la province romaine d'Afrique aurait quant à elle grandement bénéficié de l'augmentation de la population en Gaule et des demandes d'importation agricole de plus en plus importantes de la part de cette dernière. Donc puisqu'ici la Gaule
importe de plus en plus de nourriture afin d'assurer une abondance à sa population et paye, en échange avec des produits manufacturés à haute valeur ajoutée qui permettent, d'enrichir, ces, industriels. Donc la province d'Afrique aurait probablement vu le maintien d'une autorité symbolique de la part de Constantinople, inapplicable dans les faits à cause de la présence d'un théâtre d'opération de plus en plus pressant et de la domination, par les mers, de la part de puissances, ennemies, que ce soit la Gaule, Rome, les Sassanides, l'Égypte et évidemment par, des pirates qui, ici ne sont jamais vraiment, chassés, faute d'un pouvoir, central, unique qui peut, mettre une véritable politique de répression, anti-pirate dans la Méditerranée. Même si, la Gaule avec le temps aurait, de plus en plus, mis à mal les affaires pirates en Méditerranée occidentale. Donc ici, on imagine qu'un général est proclamé empereur par, ses troupes et s'empare des possessions romaines, d'Afrique du Nord. Mais ce dernier, bien qu'utilisant, le secours des puissances ennemies de Constantinople pour sécuriser son indépendance et unifier, la région, aurait, soit lui, soit un de ses descendants, serait donc du coup réconcilié avec l'Empire romain d'Orient, du fait de la peur d'une invasion gauloise ou égyptienne. Donc comme, je l'ai dit plus tôt, en reconnaissant l'autorité symbolique de Constantinople, qui aurait donc ainsi probablement, apporté, un secours, limité et relatif, hein, probablement un petit corps expéditionnaire, symbolique en cas d'invasion. La Gaule, dans ce scénario, va être de plus en plus menaçante, car comme je l'ai dit plus tôt, son économie, de plus en plus, florissante, lui permet, d'exporter, des produits manufacturés à haute valeur ajoutée et même, la compétitivité et les innovations comme on l'a vu plus tôt, heu, créent, des coûts de production en Gaule, dans la plupart des cas pour, la plupart des produits, largement inférieurs à ceux qu'on pourrait trouver, dans le reste de l'empire. Donc de ce qu'était autrefois l'Empire romain. Donc ça va, peser, sur, l'économie, des différents, États, de l'ancien Empire romain et notamment, de ce royaume, carthaginois qui aurait eu peur, de la puissance, de ses propriétaires terriens qui pourraient tenter, de créer une république, comme en Gaule. En plus, exacerbée par, l'influence, économique que la Gaule, acquiert, sur le royaume. Bon, ensuite, à terme, on pourrait imaginer par exemple vers le 5e siècle que la Gaule aurait envahi, l'Italie, au minimum, jusqu'à Rome pour, le prestige associé à la possession de la cité éternelle et arrive également instauré dans le courant, du 5e siècle, grâce à sa marine, nouvellement, à vapeur, un commerce tout autant contrôlé qui aurait été régulé pour éviter, que, des, exportations, hem, de produits, ne donnent lieu à des cessations de technologie et en plus, l'avantage de cette marine puissante aurait permis, la conquête, des îles, que sont, la Corse, la Sardaigne, les îles Baléares et cetera. Autant de comptoirs, qui permettent derrière, hem, de servir de point, de ravitaillement pour, du coup, les flottes, gauloises qui peuvent ainsi éviter les pirates et qui vont ensuite, directement, aller, en Égypte, ou, sur, la côte du Levant afin de commercer avec, les Sassanides et ensuite, ainsi acheter les biens, qui notamment la soie qui traverse le long des routes de la soie. Ah! Et au 5e siècle, ils aimaient les steppes. Ils viennent d'Asie. Ils sont gentils. Je vous laisse 3 secondes pour deviner qui c'est. Évidemment, ce sont les centaures. Non, c'est pas vrai, c'est les Huns. Et tous les peuples, qui migrent avec eux dans leur, sillage parce qu'ils ont pas envie de se faire tuer et massacrer. Mais ça serait plutôt une opportunité pour, l'élite plutocratique, des Gaules, qui aurait pu, agrandir, sa main-d'œuvre servile, aussi bien, par, l'acquisition, d'esclaves que de métèques, dans ce cas-là. Et en plus, ces derniers, auraient été ici réduits en esclavage au moindre soupçon, de crime.
Dans ce scénario, on pourrait imaginer à ce moment-là que, les premières montgolfières, afin notamment de survoler les positions 1, seraient apparues et de vérifier que ces derniers, ne passent pas l'Elbe. Alors ils auraient malgré tout probablement, mis un terme, à l'expansion gauloise, en Germanie, en ravageant, les avant-postes gaulois et en lançant d'importantes expéditions, dans, la Germanie désormais, gallo-romaine. Mais, cette crise se serait probablement accompagnée d'une première crise économique. En effet, rien n'est éternel et chaque civilisation, hein, ou chaque État, à un moment donné, doit, subir, ses problèmes, tombe dans des cercles vicieux et dans la décadence. Donc, ici, le Sénat aurait utilisé, l'inflation et la dévaluation, au grand, désespoir, de certains, intellectuels d'un nouveau, mouvement qui aurait, voulu, remplacer, l'argent, la possession, d'argent, et de propriété par une rémunération en suivant, l'importance du service rendu, comparé à ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire et la difficulté de la tâche. Rémunérant donc, uniquement, suivant, la méritocratie et ce que les personnes ont réellement, apporté. Également, ils auraient, souhaité, créer un État plus, tourné vers la technologie et le support, du développement de la technologie. Donc, avec, notamment une rémunération, plus grande des inventeurs. Donc, ce mouvement aurait probablement, été en opposition, aux grandes familles, aristocratiques et alors ça peut être des familles anciennes, de la fondation de la République ou, des familles, nouvellement, formées qui auraient pu profiter, des innovations technologiques pour, se créer et s'enrichir. Donc, et ces dernières, vu qu'il y a pas de système de brevet, refusent de partager leur invention, ce qui aurait été en plus, très mal vu et aurait même commencé à abuser, notamment, des États, autour de la Gaule pour, tenter, de se créer des domaines, personnels et même, d'abuser, des, provinces un petit peu autonomes de la Gaule pour essayer de prendre le contrôle de ces dernières. Ce qui aurait évidemment été très mal vu et aurait causé, beaucoup d'instabilité. Donc, dans le même temps, à ce moment-là, la plèbe, du moins une partie d'entre elles, sont dans une pauvreté de plus en plus catastrophique. Le brigandage, reprend, alors pas du fait, des citoyens ou des hommes libres qui, dans ce scénario-là, auraient probablement bénéficié, d'aide de la part du Sénat, même si ce dernier, les aurait largement restreints pour essayer de redistribuer l'argent aux grandes familles, et aux militaires qui en ont besoin pour, défendre, la frontière, mais plutôt, d'esclaves, de métèques, qui, n'ont rien à perdre. Malgré tout, une partie, des hommes libres sont dans la pauvreté et demandent plus de redistribution. Donc il y a énormément, à ce moment-là, de tensions sociales entre les esclaves, les métèques, les, citoyens, tombés dans la pauvreté. Donc ça provoque beaucoup de cercles vicieux et en plus, de, ce technocratisme qui aurait été défendu par, certains, philosophes, on aurait pu voir une sorte de socialisme, voire de communisme, avant l'heure être, de largement défendu. En même temps, qu'un, retour, d'une demande à un éventuel pouvoir, fort qui aurait ici eu lieu, notamment, poussé par, des figures, charismatiques, qui aimeraient bien le représenter. Même si, le fait que ces dernières arrivent à leur fin est peu probable du fait de la décentralisation trop grande du pouvoir, du républicanisme largement ancré et de la répartition, du pouvoir et de la richesse, dans un nombre, de mouvements et d'intérêts, différents, trop grands. Mais, comme dit plus tôt, certaines provinces autonomes auraient pu, franchir le pas et ici, l'État central, aurait probablement, plutôt que de réprimer, tenté de négocier et afin d'éviter un effondrement, interne, de la Gaule. Donc ces derniers auraient pu adopter, de nouvelles idéologies, que ça soit, une idéologie, plutôt, communiste, voire, même,
technocratique, comme on l'a dit plus tôt. Enfin, ça serait dans ce cas-là plutôt une sorte de socialisme technocratique, promu par des fonctionnaires ou des philosophes fascinés par une méritocratie accrue et par une obsession du progrès technique qui aurait ici apporté tellement à la Gaule qu'il aurait été presque vu comme permettant de créer un gouvernement stable uniquement basé sur la recherche et le progrès technique. Et mais ce socialisme technocratique aurait également eu tout un côté social pour faire plaisir aux demandes croissantes de la plèbe, mais ça aurait pas été un social anti-esclavagiste. L'idée ici, c'est de faire plaisir aux citoyens, de répartir équitablement la richesse produite par les esclaves entre les citoyens, avec donc une sorte de revenu universel de base qui permettrait de vivre très confortablement. Donc du coup également certains droits de l'homme qui auraient été mis en place, mais comme un droit de l'homme limité du coup dans ce scénario. Et en même temps une rémunération supplémentaire suivant l'apport fait à la société, donc suivant le poste occupé, mais surtout plus important, suivant la productivité dans ce même poste. C'est-à-dire que par exemple si il y a le chef d'une ferme qui arrive à augmenter la productivité de sa ferme collectivisée, bah, ce dernier profiterait donc d'un supplément de salaire. Évidemment, si ce dernier est un incompétent qui plante sa ferme et que on pourrait imaginer donc qu'il y a une commission qui se réunit et qui du coup décide donc si c'est de sa faute ou non. Et si c'est décidé que c'est de sa faute, bah, il est considéré comme endetté vis-à-vis de la société, et que donc ce dernier serait probablement condamné à une sorte de servitude jusqu'à ce qu'il ait repayé ses dettes et qu'il retrouve ainsi son statut de citoyen, qui aurait été donc ici, comme je l'ai dit plus tôt, sacralisé. Et cette sacralisation aurait été importante pour permettre la stabilité de cette société, en gros, qui est répartie entre deux grandes classes, c'est-à-dire les citoyens et les hommes non libres. Ici, on pourrait imaginer que ce système de gouvernement est adopté par la totalité de la Gaule, qui devient donc de plus en plus obsédée par la recherche de productivité. Alors, ça aura permis une énorme croissance technologique supplémentaire, puisque quelqu'un qui découvre une nouvelle manière de procéder aurait été récompensé par la société proportionnellement à ce que cette dernière a apporté. Alors évidemment, le risque, c'est que certaines personnes tentent de pousser pour que des inventions inutiles soient, ou du moins moins utiles que d'autres, soient mises en place, mais qui apporteraient quand même un bénéfice à la société. Ici, cela est évité parce que les personnes qui choisissent quelles inventions mettre en avant seraient rémunérées en fonction de l'impact bénéfique de cette dernière. Donc ce système politique est donc là étendu à toute la République des Gaules et tombe de plus en plus dans du coup un régime au début de plus en plus démocratique, mais à terme qui se serait de plus en plus renfermé sur lui-même. Alors il aurait un petit côté un peu anarchiste, puisqu'il serait très basé sur une autonomie locale pour permettre une productivité maximum et une exploitation la plus optimisée possible. Puisqu'en réalité, c'est juste si les personnes refusent de travailler, bah, elles sont moins payées, et puis malgré tout, elles profitent quand même d'un revenu universel. Par contre, si elles occupent un poste relativement élevé, là, la société considère qu'elles doivent avoir un petit peu une productivité conséquente par rapport à ce qui est attendu. Sauf que voilà, avec le temps, les grandes idées un peu démocratiques auraient fini par être abandonnées par cette recherche de productivité, ce qui aurait évidemment causé des mécontentements. Donc on aurait pu voir de grands philosophes trouver que le régime perdait son âme petit à petit et son sens, et que l'humain devenait déshumanisé, mais en même temps, on aurait pu voir la découverte d'importantes technologies. Par exemple, on aurait pu voir une utilisation de plus en plus accrue d'une électricité de mieux en mieux contrôlée, ce qui aurait amené à terme à du coup
l'utilisation de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant tout ce qui est appareil électrique, puis surtout l'invention d'ordinateurs, d'internet. Ici, de grandes expéditions sont lancées par la Gaule pour prendre le contrôle de plus grands territoires possibles afin d'avoir le plus de main-d'œuvre servile possible face à des États qui ne peuvent pas résister. D'autant plus qu'à un moment donné, la Gaule se serait mis à développer ce qu'on appellerait aujourd'hui des armes à feu, en découvrant notamment la poudre à canon en Orient et le pétrole en Orient, parce que jusqu'à maintenant, l'économie de la Gaule était certes très industrielle, mais fonctionnait grâce aux économies d'échelle, une industrialisation. Alors il y avait la vapeur, mais elle était surtout faite à partir de bois ou de charbon, ou éventuellement de charbon de mauvaise qualité comme la houille. Une autre raison qui dans ce scénario pourrait expliquer une conquête de plus en plus grande de la part de l'Empire des Gaules de plus en plus de territoires, donc ça aurait été le besoin pour la population des Gaules de liberté, d'avoir un endroit où il n'y a pas des conseils qui vont juger leur productivité et leur attribuer des dotations en fonction de ça, mais vraiment de pouvoir être de plus en plus libre. Alors on pourrait imaginer ici qu'il y ait des baleiniers qui petit à petit fassent le chemin vers la découverte de l'Amérique. Donc comme dans notre réalité, en découvrant l'Islande, puis le Groenland, puis enfin le Canada. Alors ici, on pourrait imaginer notamment que par exemple ce qui resterait d'un royaume britannique en exil après la conquête par l'Empire des Gaules aurait pu essayer de fuir en Islande, puis au Groenland, puis en Amérique avant d'être rattrapé. Et en même temps, la découverte de ces nouvelles terres aurait pu amener à la création d'un nouvel État de la part de l'Empire des Gaules, mais qui aurait été démocratique, une sorte de district un peu plus où il y a plus de libéralisme économique, plus de démocratie, où c'est plus l'État qui contrôle l'économie, qui aurait été fait vraiment en opposition avec le système technocratique qui contrôle la totalité de l'Empire. Avec le temps, l'esclavage serait resté parce que c'est de permettre à une petite partie de l'humanité de bénéficier, qui a le statut de citoyen, de bénéficier de la richesse produite par les autres, ce qui aurait permis la stabilité et ainsi la création d'un système parfait entre une élite qui est relativement libre et qui pourrait ainsi pu se concentrer sur déjà le management un petit peu du système, et puis le développement technologique, la production d'œuvres culturelles, artistiques, les inventions, etc. Et puis la classe servile, tout ce qu'il y a d'autre qui aurait été classifié en différentes sous-classes avec plus ou moins d'autonomie, plus ou moins de droits probablement. Alors pour des raisons de stabilité, à un moment ou un autre, il est probable que l'Empire des Gaules accorde le statut de citoyen par vague à des populations entières avant que ça s'arrête, évidemment, pour l'optimisation. Alors, dans ce scénario, on pourrait imaginer que l'Empire des Gaules, évidemment, impose sa langue, impose sa manière de faire, sa culture, les bâtiments romains, etc. Alors après, à un moment donné, donc le statut de citoyen aurait été sacralisé. En plus de ça, il y aurait eu une énorme politique pour pousser les populations serviles à avoir le plus grand taux de natalité possible afin d'optimiser la main-d'œuvre servile future, ce qui n'aurait pas forcément été le cas parmi les citoyens, puisque si jamais il y a besoin de plus de citoyens, ils peuvent toujours accorder la citoyenneté à certains serviteurs s'étant distingués. Donc le développement technologique serait allé de l'avant avec le développement peut-être d'un prémisse d'Internet, de tous les objets qu'on connaît aujourd'hui, d'une société de consommation qui aurait du coup été tenable du fait de l'économie gauloise de ce scénario. Donc ici, on pourrait imaginer par exemple la Gaule qui obtient une hégémonie d'abord économique sur le monde et puis ensuite militaire en envahissant les différents territoires. Alors il faut savoir que l'intérêt de restreindre un plus petit pourcentage de la population de la citoyenneté, c'est que ça permet une redistribution des richesses plus simple. Ça permet en gros d'arroser ce petit pourcentage de la population et d'éviter pour
les citoyens de leur assurer en gros qu'eux, ils occupent les postes importants, et cetera. Même si ici, l'idée, de la méritocratie, reste, très ancrée. Ici, l'empire des Gaules, ou plutôt la République, des Gaules, aurait toujours eu, heu, un train d'avance, sur tout le monde, en termes, de technologie, même si, certaines technologies, notamment les militaires, auraient, probablement entre guillemets, fuité, à un moment ou à un autre. Donc on pourrait imaginer, des, armées, nomades, armés de fusils, faisant régner la terreur face à des royaumes qui n'ont pas forcément, débloqué, ces mêmes technologies. Malgré tout, l'expansion, gauloise est ici, fulgurante, même si, certains, esclaves en fuite, voire même certains citoyens, regrettant, les temps anciens où il y avait plus de démocratie, même si officiellement dans ce scénario-là, la démocratie reste en place, heu, pourraient, être tentés de partir dans une Amérique nouvellement découverte, s'enfoncer dans les terres et développer, leur propre État. État, qui aurait donc eu beaucoup d'importance, dans la suite, du scénario. Les Gaules continuent d'avancer, conquérant, l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, je veux dire la province romaine de l'Afrique, l'Égypte, la mer Méditerranée, utilisant, sa supériorité, technologique pour, envahir, de nouveaux territoires. Dans la plupart des cas, ceux derniers se soumettent, puis ensuite leur autonomie est retirée, mais pour éviter les révoltes, un statut, privilégié parmi les esclaves, est donné, à leurs, anciens habitants. Ensuite, la Gaule, s'enfonce, en Dacie et lance, de grandes opérations, avec, notamment on pourrait imaginer des divisions, entières de montgolfières, chargées, heu, de, entre guillemets, «d'harceler les positions, de l'ennemi, en arrière», notamment au niveau des steppes, des divisions de montgolfières, qui auraient donc dans les montgolfières des bataillons d'élite, qui d'abord, bombarderaient les camps, notamment les camps de nomades, de barbares, puis ensuite qui éventuellement, parachuteraient, des soldats sur place pour, achever, la pacification, des steppes concernées. Donc ensuite évidemment, l'empire des Gaules, serait allé en Britannie où il aurait, repoussé dans son sillage vers l'Amérique les Celtes d'Irlande, ce qui resterait éventuellement des Britto-Romains, de Britannia, et les Anglo-Saxons, qui en même temps avaient tenté d'envahir, Britannia également. Hem Auraient donc tous été repoussés vers l'Amérique, mais pour chasser en Islande, au Groenland, en Amérique du Nord et toujours plus, à l'intérieur des terres. En même temps, l'empire des Gaules, comme je l'ai dit plus tôt, se développe, technologiquement et on pourrait, imaginer, hem, déjà, une chute de Constantinople, qui aurait, pu être négociée en échange de la cession du statut de citoyen. En effet, l'Empire, plutôt la République, socialiste, méritocratique, technocratique, et perfectionniste, gauloise, se considérait toujours, comme, l'héritier, de l'Empire romain, même si, une identité, gauloise, serait, ressurgie, de la part, notamment, du passé, et les 2 auraient, aussi aidé à former une entité non plus du coup gallo-romaine, mais, gallo-gallo-romaine. Donc, malgré tout, il est possible que, certains, nobles, même plus généralement les citoyens de l'Empire romain d'Orient, obtiennent le statut de citoyen, dans, la République technocratique des Gaules. Ça aurait, du coup encore plus accéléré, la conquête, des Gaules qui, lorsqu'ils envahissent, un territoire, d'abord envoient des montgolfières pour, le surveiller, pour, attaquer les forts ennemis, par surprise. Ensuite, envoient, leurs, troupes au sol avec, des hordes, d'esclaves, désespérés, tentant, d'échapper à leurs conditions, qui s'occuperaient de sauvagement, tout détruire, jusqu'à ce que, les autorités, locales, capitulent et que cette dernière devienne donc une province, ou plutôt un district, de la glorieuse République, des Gaules.
Donc les Gaules auraient progressé, détruisant le royaume des Goths, détruisant les Sarmates, détruisant éventuellement, ça pourrait rester des Huns, détruisant les royaumes orientaux, les royaumes croisés, les Sassanides, détruisant les tribus locales, les cités locales, donc commettant d'innombrables massacres, réduction en esclavage, toute son horreur, et donc progressant toujours plus vers l'Orient. Alors face à ça, malgré tout, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, une résistance s'organiser soit mise en place par les États locaux. On pourrait par exemple imaginer en Inde une sorte de confédération locale s'organiser, soutenue économiquement par la Chine pour tenter de faire face à l'avancée gauloise, mais ça n'aurait servi à rien. Ensuite, la Gaule serait allée vers la Chine. Alors même si la Chine était au début très utile, notamment en étant un partenaire commercial clé de la Gaule, très vite, la Gaule aurait fini par y envoyer des expéditions et de découvrir les secrets de la soie, et donc on n'aurait plus eu besoin. Au contraire, la Chine serait devenue asservie économiquement à la Gaule, avant que la Gaule décide de faire main basse directement sur les ressources exploitées par la Chine. Alors, comment la Gaule aurait-elle établi sa domination, sa puissance économique? C'est très simple. Domination par des produits dont elle a le monopole, dont elle est la seule à pouvoir les produire, et domination également par les coûts, grâce aux coûts de production des produits éventuellement que ces autres États pourraient produire. Ce qui ainsi, et après, l'idée c'est d'inonder le marché de ces États-là avec des produits gaulois peu chers, du moins d'y addicter la population, du coup, en leur apprenant à avoir un nouveau niveau de vie, et ensuite de faire pression sur le gouvernement pour qu'il accepte les conditions gauloises sous peine de voir un embargo. Et si jamais guerre il y a, il y a un embargo, et comme ça permet à la population locale de se révolter face au mécontentement de ne plus avoir accès aux produits gaulois, même si ils ne veulent pas être réduits en esclavage. Mais malgré tout, quand il y a une réduction drastique du niveau de vie, il y a toujours de l'instabilité. Quand bien même il y aurait eu peut-être potentiellement dans certains cas une sorte d'union nationale. Alors du coup, face à cette Gaule, l'identité des nations se serait plus ou moins réaffirmée, notamment en Chine, qui donc du coup dans ce scénario-là aurait tenté de mobiliser toutes ses ressources pour faire face à la Gaule. Mais on pourrait imaginer par exemple des colonnes de chars gauloises rentrer en Inde, détruire l'Inde, puis définitivement occuper cette dernière, ainsi qu'une puissante opération envahissant ce qui reste de la Chine, les territoires centraux, parce qu'on pourrait imaginer une longue guerre de guérilla, aussi bien dans l'actuel Xinjiang, dans le désert de Gobi, et dans les montagnes de l'Himalaya, qui aurait pu repousser un temps la République des Gaules. Donc on aurait pu voir des colonnes de chars s'enfoncer avec un nouvel appareil militaro-industriel se mettant en place. Et on aurait également vu la même chose en Afrique avec une occupation des territoires par des colonies. Alors même si le fait qu'il n'y ait pas vraiment, qu'il y avait des civilisations, mais ces dernières étaient pas aussi réparties de manière continue sur toute l'Afrique pour que, disons, que le pillage soit forcément très rentable. Ainsi, il y aurait eu d'abord tout un long processus d'exploration, de découverte des ressources naturelles, d'exploitation de ces mêmes ressources. Et avec la prise de quelques territoires, pourrait effectivement du coup, mener à la destruction de ces civilisations-là. Et ça n'aurait pas été aussi rapide que ce qu'on aurait pu voir, par exemple, en Asie, où là, ça aurait été très rentable de continuer, puisque faire un pas plus loin, c'est récupérer plus de ressources, plus de populations, qui en plus sont déjà cartographiées, connues, exploitées, présents, installés, etc. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, on aurait pu imaginer des colonnes de chars gauloises s'enfonçant en Chine, avec des bombardiers, des avions tout nouvellement découverts, le tout appuyé par des hordes infinies de soldats.
peut-être même une découverte, par exemple, de gaz qui pourrait être envoyé sur les villes chinoises, ou même de bombardements bactériologiques qui pourraient être effectués depuis les nouveaux bombardiers ou les anciennes montgolfières militaires. Donc après la Chine serait tombée la péninsule indo-chinoise, la Corée, le Japon qui pareil aurait tenté de résister un temps, aurait probablement pu récupérer en, en étant certains exilés chinois, et puis récupérer également certaines armes, notamment en étudiant le combat en Chine. Mais en réalité, ils auraient servi les intérêts gaulois, puisqu'en prenant en tenaille la Chine, et en plus, ces derniers n'auraient pas vraiment fait long feu face à la toute-puissance de l'armée gauloise. Et après ça, l'armée gauloise serait allée en Malaisie actuelle, le détroit de Malacca, l'Indonésie, puis en Australie. Alors même si à ce moment-là, c'est vraiment hors des zones entre guillemets avec de puissantes civilisations qu'il faut occuper, le contrôle gaulois sur le monde aurait été relatif, avec des zones entières qui ne pouvaient échapper à leur contrôle, notamment les exilés en faveur de plus de libéralisme économique et de démocratie qui restent en Amérique, avec de nouveaux royaumes exilés, aussi bien on pourrait imaginer japonais sur la côte ouest des États-Unis que celtes sur la côte est qui ont évacué les îles, ou voire celtes, ou encore par exemple scandinaves sur la côte ouest de l'Amérique, qui auraient donc ainsi pu évacuer face à l'avancée inexorable des Gaulois, mais pareil, ils se seraient fait conquérir. Alors du coup, les exilés démocrates dans ce scénario auraient probablement pu conserver une certaine autonomie, alors que les autres auraient pu conserver une autonomie temporairement puis se faire retirer. Alors pourquoi ces derniers auraient pu conserver une certaine autonomie? Parce qu'en réalité, la plupart venaient de Gaule et étaient eux-mêmes des descendants de citoyens. Donc le fait de les réduire avec un statut inférieur aurait été très mal vu, même si le territoire aurait été occupé, et qu'il faut rappeler qu'officiellement la Gaule de ce scénario reste une démocratie qui est là pour défendre l'égalité entre ses différents citoyens. Donc après cela, après cette conquête du monde, la Gaule se serait tournée vers une exploitation économique accrue, un développement économique de plus en plus présent, et finalement on pourrait imaginer une colonisation de l'espace. Cette centralisation aussi de la Terre aurait permis à la Gaule de construire des villes entre guillemets utopiques, où sa population de citoyens aurait pu s'épanouir. On pourrait par exemple imaginer la construction de villes absolument normées, où chacun a sa maison idéale, etc. Malgré tout, il y aurait eu dans l'Empire des Gaules des facteurs déstabilisants, notamment le statut des esclaves, quels sont leurs droits, quelles sont leurs hiérarchies, et également le fait quels sont les droits de quelqu'un qui a un parent citoyen et un parent entre guillemets esclave. Alors le compromis logique qui aurait pu être trouvé, ça aurait été que l'enfant a le statut de citoyen uniquement si le parent citoyen n'a pas d'autres enfants citoyens. Malgré tout, ce genre de questions aurait été déstabilisant. Donc à terme, on a une sorte de système parfait qui est entre guillemets parfait parce qu'il est stable et qui fonctionne sur le long terme, et qui reste du coup ainsi éternellement en place, du moins jusqu'à ce qu'il s'effondre et qu'il soit renversé. Voilà. Donc évidemment, quand je disais parfait, c'est pas parfait au sens moral du terme. C'est voilà, que c'est un système stable qui serait à la fois une utopie et une dystopie. Alors même les citoyens, en réalité, est-ce qu'ils seraient vraiment dans une utopie? Ça serait une très bonne question, parce qu'ils verraient des horreurs autour d'eux. Il y aurait toujours une compétition accrue, et des mauvais choix pourraient temporairement les rétrograder, même s'ils garderaient, même rétrogradé leur statut de citoyen jusqu'à ce qu'ils aient remboursé leurs dettes vis-à-vis de la société. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce scénario. J'espère que vous avez aimé, et je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner, et éventuellement à laisser un commentaire, parce que moi ça va me motiver à faire beaucoup plus d'épisodes si évidemment il y a plus de monde qui regarde et
qui s'abonne et qui laisse un pouce bleu. Je vous remercie d'avoir tout écouté jusque-là. Si vous avez des idées d'autres scénarios, surtout n'hésitez pas à le dire. Vraiment, partagez la vidéo parce que plus du coup j'aurai de vues sur la chaîne, plus je ferai de vidéos. C'est logique. Et plus je pourrai prendre sur mes autres activités pour effectuer plus de vidéos. En plus, n'hésitez pas à faire votre propre scénario dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez, tout en restant évidemment poli et non politisé. Et on va donc finir sur une fin. On pourrait imaginer quand l'an 1000 de notre calendrier, Caius Victus Postumus Iulius pose le pied sur Mars et brandit l'aigle romain vert de la République des technocratiques des Gaules, annonçant ainsi un âge d'or pour l'humanité. Mais bon, aucun empire n'est éternel, surtout avec des vecteurs d'instabilité interne, notamment qu'on pourrait imaginer provoqués par déjà tout le côté un petit peu démocratique du système qui pourrait ressortir à un certain moment et provoquer des changements internes, ou même des révoltes serviles qui pourraient ainsi déstabiliser le système, ou même ce système très rigide qui pourrait avoir du mal à réguler des choses comme l'intelligence artificielle, ce qui pourrait un jour lui faire du tort. Gloire à l'impérium éternel des Gaules.